Ah, l'Empire du Milieu, sa culture millénaire, ses paysages magnifiques, sa gastronomie et ses mystérieux camps de rééducation. Et justement, on va découvrir le témoignage d'une rescapée de l'un de ces camps. Rapprochez-vous, elle s'appelle Sayragul Sotbai et elle est littéralement détestée par son pays. Que ce soit pour ses croyances religieuses, mais aussi parce qu'elle a osé raconter ce qu'elle a subi. Alors, avant de le découvrir ensemble, ce n'est qu'un témoignage, ok? On raconte l'histoire à travers le regard de Sayragul en essayant de pas déformer ses propos. D'ailleurs, des moments, vous entendrez des voix off pour une meilleure immersion, je vous préviens. Donc faites gaffe, on va aborder des sujets potentiellement sensibles pour certaines personnes, avec un grand pays, l'Empire du Milieu, qui l'est tout autant. Notamment, on va voir comment Sayragul est passée de fonctionnaire à prisonnière, mais aussi sa survie à l'intérieur d'un camp d'internement secret, ou même certaines scènes atroces qu'elle a vues et parfois vécues, et comment elle a réussi à s'en sortir de justesse. Sortez le popcorn, on est parti. Alors, Sayragul a grandi au nord-ouest de la Chine, pas très loin d'ailleurs de la frontière avec le Kazakhstan, qui est donc le grand pays voisin. Vous voyez sur la map, c'est compliqué, hein, il y a tous les Bélians vers là-bas en plus. En fait, dans cette région, on trouve plusieurs communautés musulmanes qui parlent turc, notamment les Ouïghours et les Kazakhs, qui sont quand même plusieurs millions. Alors, ça pèse pas beaucoup face aux milliards de Chinois, mais quand même, c'est pas rien. Et Sayragul est justement une musulmane kazakh. Bon, on va l'appeler Sayra, hein, pour fluidifier l'histoire, ce sera plus simple. Hein. Donc Sayra suit des études de médecine, puis commence une carrière à l'hôpital. Et quelques années plus tard, elle décide de se reconvertir dans l'éducation. Elle devient alors fonctionnaire du gouvernement chinois et dirige 5 écoles maternelles. Rien que ça. Alors suivez bien, là on arrive aux années 2010. Sayra a environ 30 balais. Elle vit avec son mari et leurs 2 enfants dans la ville d'Ili. Voilà, c'est ça. Rien à signaler quoi. Par contre, c'est une période qui est super tendue. En fait, le gouvernement chinois mène la vie dure aux communautés musulmanes de la région. Très clairement, pour eux, ça fait un peu tache d'huile quoi. C'est pas ouf. Nous, on aime bien notre petite vie ici, sauf qu'on commence à se sentir de moins en moins en sécurité. À force d'en discuter avec mon mari, on a fini par décider de quitter la Chine pour aller s'installer au Kazakhstan avec mes enfants. Sauf que le temps de s'organiser, il y a plusieurs mois qui passent. Et un jour, sans prévenir, les autorités chinoises confisquent tous les passeports de tous les fonctionnaires. Je me retrouve donc sans passeport, je ne peux plus quitter le pays. Et en fait, dans ces années-là, il y a une série d'attentats en Chine. Et là, le gouvernement chinois accuse les Ouïghours, mais sans aucune preuve. Non, mais c'est eux, on n'est pas sûr. Et ils s'en servent comme prétexte pour opprimer encore plus les musulmans qui vivent en Chine. Et dans la région où vit Sayra, les gens sont mis sous surveillance par la police. Et bien que le temps passe, cette ambiance malsaine continue d'empirer. Jusqu'au jour où c'est un petit peu la goutte de trop pour Sayra. En 2015, mon fils Ulugat va jouer dans l'aire de jeu du quartier, comme souvent. Sauf que quand il revient à la maison, il est couvert de blessures. Il s'est fait tabasser juste parce qu'il est kazakh. Là, c'est juste plus possible, ça va vraiment trop loin. Je pousse mon mari à déménager au Kazakhstan avec les enfants, en me laissant toute seule ici. Sans mon passeport, j'ai absolument aucune chance de pouvoir partir. Et donc là, c'est trop, tous les 3 quittent la Chine. Et Sayra, elle peut pas partir, elle a pas son passeport, donc elle reste toute seule. Et là, elle fait immédiatement les démarches pour obtenir une autorisation de sortir du pays. Et elle espère pouvoir rejoindre sa famille d'ici quelques mois tout au plus. Sauf que la pauvre est loin de se douter de ce qui l'attend. Parce que 1 an plus tard, Sayra est toujours coincée, seule en Chine, et ça empire. Il se passe des choses de plus en plus inquiétantes. Des gens disparaissent mystérieusement du jour au lendemain un peu partout dans la région. Apparemment, la police chinoise s'est même mise à arrêter les gens la nuit, en secret. Et une nuit, mes voisins sont embarqués eux aussi. Tout le monde s'attend à se faire arrêter, on vit dans l'angoisse la plus totale. Certains préparent même des sacs plastiques avec quelques affaires, au cas où ce soit leur tour. Et en parallèle, les caméras de surveillance sont installées dans tous les espaces publics. Bref, la police est partout, et à un moment donné, ils prélèvent même des échantillons ADN de toutes les minorités musulmanes. Et ils confisquent les cartes SIM de leur téléphone. Voilà. Ça, vraiment, quitte à être bien emmerdé, ils le sont jusqu'au bout, quoi. Bref, un jour, Sayra est convoquée à une réunion de hauts fonctionnaires. Il y a à peu près 200 personnes, surtout des employés d'hôpitaux et d'écoles, et les policiers nous lisent un papier. Ils annoncent l'ouverture prochaine de centres de rééducation pour la population. Ils expliquent que c'est pour stabiliser la situation dans la région. Le gouvernement chinois veut lutter contre ce qu'ils appellent les 3 mots: terrorisme, séparatisme et extrémisme. Et effectivement, des camps sont construits en masse dans la région. Et Sayra ne va pas tarder à découvrir l'envers du décor. Là, on arrive au début 2017 et les mystérieuses disparitions continuent. Et cette fois, Sayra ne va pas y réchapper. En fait, en pleine nuit, on lui met un sac noir sur la tête et on l'emmène dans un endroit qui ressemble à une prison. Là, des policiers l'interrogent et ils veulent savoir où sont son mari et ses enfants et pourquoi ils sont partis. Et ils lui ordonnent de les faire revenir en Chine. Bon, le temps passe et à la fin, ils la ramènent chez elle et ils lui interdisent de parler de cet interrogatoire à qui que ce soit. Et les semaines suivantes, ils continuent de lui mettre la pression pour qu'elle fasse revenir sa famille. Sauf que Sayra sait que s'ils reviennent, ils risquent de tous être envoyés dans un camp. Alors, elle coupe tout contact avec eux pour les protéger.
Et d'ailleurs, à partir du moment où les autorités chinoises s'en rendent compte, ils traitent Saïra comme une criminelle. Ils l'enlèvent alors plusieurs fois en pleine nuit pour d'autres interrogatoires. Ils l'accusent faussement de tout et n'importe quoi. En tout cas, tous les matins, Saïra est soulagée d'être encore en vie. Mais un jour, elle reçoit un étrange message et il lui ordonne d'aller à une adresse précise dans la banlieue de la ville. Là, une fois arrivée, elle devra appeler un numéro, laisser un message vocal et attendre. En fait, Saïra sait qu'elle n'a pas le choix et si elle n'obéit pas, ça ne fera qu'empirer la situation. Alors elle y va. Là, 4 hommes armés sortent de nulle part, ils lui couvrent encore la tête avec un sac noir et ils la poussent dans un fourgon. Et après environ 1 heure de trajet, ils arrivent à destination, on est alors au milieu de la nuit et elle ne sait pas du tout où elle est. Là, quand on lui enlève le sac, son pire cauchemar devient réalité, puisque Saïra se retrouve devant un camp d'internement secret. On me traîne dans une salle super glauque et on m'explique que je suis là pour enseigner le chinois. Puis on me fait lire un document avec les règles du camp. Interdiction de parler avec les autres détenus, de sourire, de pleurer. C'est aussi marqué que si je ne respecte pas les ordres qu'on me donne, je serai condamné à la peine de mort. À la fin, on me force à signer le document. J'ai très peur, mais je n'ai pas le choix. Saïra est donc emprisonnée et risque la mort au moindre faux pas, alors que pourtant elle a commis aucun crime, je le rappelle quand même. Enfin, si, le crime de ne pas avoir dénoncé et ramené sa famille, pour qu'il soit torturé bien sûr. Et elle est ici pour donner des cours aux autres détenus du camp, des cours de chinois quoi. Et officiellement, l'État chinois appelle ces camps des centres de formation professionnelle, CFP, c'est comme les CFA en France, mais sans doute pas du tout pareil qu'en France. Et c'est soi-disant pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation. En tout cas, c'est quand même près de 2 millions de travailleurs qui auraient déjà suivi des sessions de formation. Enfin, de formation, quoi, hein, bien sûr. C'est pas du pôle emploi, quoi. Parce qu'en vrai, ce sont de vrais camps de concentration modernes. Dès que j'ai signé, on me donne un uniforme et on m'emmène dans une chambre minuscule avec un lit en béton et un mini matelas en plastique. J'ai très froid. Je remarque 5 caméras au plafond, une dans chaque coin et une au milieu. On voit que le bâtiment est récent, il y a beaucoup de béton apparent, c'est bien net, bien propre, si on peut dire ça. Sauf que Saïra est encore loin d'avoir vu de quoi le régime chinois est vraiment capable. Alors comme Saïra est ici avec un statut de prof, elle a le droit à une sorte de traitement de faveur, ce qui rend d'ailleurs son témoignage encore plus rare et important. Notamment parce qu'elle a pu avoir accès à certaines infos qu'on verra au fur et à mesure. Bon, et là quand je dis d'ailleurs traitement de faveur, vous attendez pas du caviar au petit déjeuner, hein, parce que déjà, Saïra elle a la chance de ne pas être menottée et elle a même sa propre cellule. Petit avantage quoi, voilà, ça fait plaisir. Là je découvre que les autres détenus sont menottés quasiment 24 heures sur 24. Pire, ils sont entassés à parfois 25 dans des cellules minuscules. Dans ces cellules, il n'y a rien, à part un seau en plastique pour faire leurs besoins. Un seul seau pour toutes les personnes de la cellule. Et n'est vidé qu'une seule fois par jour. Tous les détenus portent des uniformes et ont le crâne rasé. Et la nuit, Saïra a interdiction de se lever de son lit en béton, comme les autres détenus. Par contre, elle est autorisée à changer de position, quand même. Donc vous avez bien saisi. Les autres prisonniers, eux, ils n'ont pas le droit de changer. Ils peuvent pas se retourner sur le dos ou le ventre, par exemple, sinon ils sont bien punis. Et d'ailleurs, ils ont l'obligation de dormir sur le côté droit, les uns contre les autres, sans bouger. C'est chaud, hein. Surtout que la nuit, on a envie de bouger parce qu'on se sent pas bien et tout. Waouh. Et autre avantage d'ailleurs pour Saïra, elle n'est pas obligée de manger du porc. Bon, je le rappelle, les musulmans, normalement, comme vous le savez, ils ne mangent pas de porc. C'est, voilà, dans leur religion, c'est un symbole d'impureté. Sauf que dans les camps d'internement, tous les détenus, sont musulmans. Et comme par hasard, tous les vendredis, il y a du porc au menu. En plus, le vendredi, c'est un jour sacré chez les musulmans. Donc là, ça montre vraiment à quel point le gouvernement chinois a pensé aux moindres petits détails pour les persécuter, quoi. Vraiment les faire chier. On a 3 repas par jour, toujours la même chose, une soupe de riz ou une soupe de légumes et une petite tranche de pain chinois. Pas de viande donc, sauf le vendredi. Mais je n'en mange jamais grâce à ma dérogation. Tous les autres sont forcés à manger le porc. Ceux qui refusent sont punis. La nourriture est mauvaise et l'hygiène est atroce. Dans mon camp, d'après mes estimations, il y a à peu près 2500 personnes. Des écoliers, des ouvriers, des hommes d'affaires, des infirmières, des artistes, des paysans. Bref, aucun musulman de la région n'est épargné, et quel que soit leur âge d'ailleurs. Par exemple, Saïra rencontre un garçon de 13 ans ou même une femme de 84 ans. Mais autre interdiction dans le camp, les relations intimes sont interdites. Les hommes et les femmes sont séparés en différentes cellules, mais la journée, ils sont mélangés. D'ailleurs, la journée, Saïra est avec les autres prisonniers. Et elle leur donne donc des cours de chinois, parce que certains ne parlent que le ouïghour et le kazakh. Donc Saïra leur apprend aussi des chansons de propagande du Parti communiste chinois. Mais en dehors des cours qu'elle donne, Saïra doit faire les mêmes activités que les autres. Et justement, on va rentrer un peu plus dans ces détails de la journée type à l'intérieur de ce camp vraiment spécial. En fait, l'endoctrinement, vous savez, c'est implanter ou supprimer certaines idées dans la tête de quelqu'un. Et dans les camps d'internement chinois, tout est optimisé pour endoctriner de force. L'emploi du temps est le même tout le temps, 7 jours sur 7.
Notre journée commence par un réveil à 6h du matin, suivi d'un maigre petit déjeuner. Ensuite, j'enseigne le chinois à une 50aine de prisonniers jusqu'à 9h. Je leur apprends la langue, mais aussi les traditions, les rituels funéraires, de mariage, le respect du Parti communiste chinois. De 9h à 11h, mes élèves doivent répéter ce qu'ils viennent d'apprendre. Les pauvres, certains ne savent même pas lire. Et l'heure d'après, les détenus doivent tenir des feuilles avec des slogans de propagande au-dessus de leur tête. Et ils doivent les réciter à voix haute. Par exemple, le Parti communiste est le meilleur, j'aime la Chine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après le déjeuner, Saïra leur enseigne des chansons patriotiques jusqu'à 16h. Bon bah, je vous la chante pas parce que je la connais pas, mais ça pourrait être genre ça. Ou ça. Ensuite, ils enchaînent avec une activité assez vicieuse. Pendant environ 2 heures, on doit réfléchir aux fautes et aux crimes qu'on a commis dans notre vie. Et on doit en trouver tous les jours, même si on n'a jamais rien fait de mal. D'après leurs critères, quasiment tout peut être considéré comme une faute. Ça peut être avoir un permis de séjour dans un autre pays, utiliser WhatsApp, lire le Coran, souhaiter un bon vendredi, ou encore ne pas assez bien connaître le chinois ou la culture chinoise, etc. Et les prisonniers qui ne trouvent pas de faute assez grave à avouer sont punis. Bon, on reviendra en détail un peu après sur les différentes sortes de punitions, bien sûr. Puisque à 18h, là, c'est le dîner. Là, de 18h à 20h, ils bouffent, toujours la même chose, comme je vous ai dit. Et puis après, à partir de 20h, c'est la meilleure activité de la journée, puisqu'ils vont se tenir, tous les détenus, face au mur, les mains levées. Et ils vont rester 4 heures comme ça, en réfléchissant à leurs fautes et à leurs crimes. Ce qui nous amène donc, du coup, à minuit, voilà. Et là, c'est enfin le moment d'aller dormir. Trop bien. Mais pas pour tout le monde. Parce que, chaque nuit, certains détenus doivent rester plusieurs heures debout, à côté d'un garde, en silence. Dans tous les cas, le réveil sonne à 6h pour tout le monde et ainsi de suite. Donc l'endoctrinement ne s'arrête jamais. Le moindre mouvement est scruté, 24 heures sur 24, il y a des caméras et des gardes partout, il n'y a aucun angle mort et d'ailleurs la lumière reste allumée même la nuit. En fait, les prisonniers sont jamais dans l'obscurité, sauf dans un endroit qu'on appelle la pièce noire. C'est comme ça qu'on appelle les salles de torture. Les gardiens viennent chercher des gens de façon imprévisible et les emmènent dans la pièce noire. Un jour, les gardes ont accusé une vieille femme kazakh d'avoir eu des applis interdites sur son téléphone. Mais elle sait même pas comment se servir d'un téléphone. Elle s'approche de moi et s'accroche à mon bras en me demandant de l'aide. Je l'ignore, je coupe mes émotions, je peux rien faire pour elle. Et la pièce noire est située à l'écart. Et c'est le seul endroit du camp sans caméra. Voilà, sûrement pour pas trop garder de traces de ce qui se passe à l'intérieur. Mais malgré la distance, Saïra peut entendre le cri des torturés. Elle les entend appeler à l'aide, supplier les gardiens d'arrêter. D'ailleurs, certaines n'en reviennent pas. Bon, en même temps, vu les pratiques que Saïra raconte, c'est pas surprenant. Et là, je vous épargne quand même les trucs les plus atroces, mais juste pour vous donner une idée, c'est des trucs du style ongles arrachés, décharges électriques, tiges en métal sous les ongles, et j'en passe. Un jour, je ne sais même pas pourquoi, je suis traînée à mon tour dans la pièce noire. Il m'assoit sur une chaise électrifiée et je peux pas rentrer dans tous les détails, c'est trop dur d'en parler. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Mais je tiens le coup. Et dès le lendemain, je dois recommencer à faire les cours aux prisonniers comme si de rien n'était. Depuis, la pièce noire revient dans tous mes cauchemars. Je vois les gens torturés qui m'appellent à l'aide. Malheureusement, la pièce noire est loin d'être la seule pratique immonde de ces camps, comme vous allez le voir. Bon, je pense que là vous avez un peu capté l'idée, mais Saïra a vu des choses qui relèvent vraiment de crimes contre l'humanité ou même de génocide. Et d'ailleurs, l'ONU reconnaît officiellement qu'il s'agit d'un génocide, vis-à-vis des Ouïghours ou même des Kazakhs. Par exemple, la violence sexuelle est utilisée comme forme de punition et d'humiliation. Et là, quand je dis violence sexuelle, si c'est un peu trop hardcore pour vous, n'hésitez pas à passer le passage, puisqu'on va monter un petit peu d'un cran dans l'horreur. Les policiers ont tous les droits. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent. Surtout avec les jeunes filles, souvent les plus jolies, selon leurs préférences. Généralement, ils les amènent le soir et les ramènent le lendemain en cellule ou en classe. Certaines ne peuvent même plus s'asseoir. Elles sont terrorisées, elles ont des marques sur les bras, ça arrive très souvent. Mais elles n'ont pas le droit d'en parler, de pleurer, et personne ne peut venir les réconforter. Mais je vois bien ce qui se passe, et je peux rien faire. Mais ce qui traumatise le plus Saïra, c'est un collectif qui se déroule sous ses yeux. Parce qu'un jour, une centaine de prisonniers sont rassemblés dans une salle. Et une femme d'une vingtaine d'années est forcée à avouer des crimes qu'elle n'a probablement même pas commis. Puis les gardiens s'approchent d'elle, la déshabillent et ils la violent devant tout le monde. Pendant ce temps, d'autres surveillent les réactions de Saïra et des autres détenus. Et en fait, là, le but, c'est de ne montrer aucune émotion. Et si vous montrez aucune émotion face à cette scène, vous avez réussi le test. C'est-à-dire que du point de vue des gardiens, là, l'objectif est atteint. Ils ont vraiment réussi donc leur mission de les détruire de l'intérieur. En fait, le traitement, pour utiliser leur vocabulaire, a fonctionné sur eux. En revanche, ceux qui manifestent la moindre réaction, la moindre émotion, la peur, la colère, la tristesse, le tremblement, ils sont emmenés directement dans la pièce noire.
Évidemment, personne ne doit tourner la tête ni fermer les yeux, je dois donc regarder tous les sévices que les gardiens infligent à la pauvre jeune fille. Dans un moment pareil, l'instinct de survie prend le dessus et mon cerveau se met en mode off. Grâce à ça, je réussis à rester impassible et donc à passer le test selon eux. Mais à partir de ce moment-là, je me suis perdue. J'ai plus aucun appétit, je perds beaucoup de poids et je me comporte comme un robot. Oui, parce que même après le test, les détenus ne sont pas forcément libérés, c'est pas aussi facile. Donc Saïra va assister à d'autres pratiques qui ont dépassé les limites, à base notamment de cobayes humains et de stérilisation. Saïra là et les autres prisonniers doivent régulièrement avaler des médicaments et recevoir des injections. En fait, les gardiens leur disent que c'est pour les protéger, pour les empêcher de tomber malades. Sauf que Saïra constate assez vite que c'est totalement faux. Elle voit énormément de personnes qui tombent malades, qui s'affaiblissent au fil des jours. Elle le voit, certains marchent comme des zombies, leur comportement devient étrange, d'autres semblent même carrément s'abrutir, comme s'ils perdaient des points de QI. En fait, d'après Saïra, les détenus sont en réalité des cobayes humains. Il semblerait que le gouvernement chinois profiterait de la situation pour tester tout et n'importe quoi sur eux. La première fois, j'avale un cachet qu'on me donne. Quelques jours plus tard, j'ai mes règles, mais leur aspect n'est pas normal. Mes règles sont plus solides, ça ressemble un peu à un morceau de foie. Étonnamment, dans le camp, plus aucune femme n'a ses règles. Forcément, je fais le lien avec les médicaments. Alors les fois d'après, je fais en sorte de ne plus avaler les médicaments qu'on me donne. Alors, elle donne pas plus de détails sur comment elle fait pour ne pas avaler les médocs, Mais bon, peut-être qu'elle a réussi à les glisser dans un coin de sa bouche et elle les recrache à un autre endroit. Enfin bon, la plupart des hommes qui sortent des camps découvrent qu'ils sont devenus stériles. Et certaines rescapées, femmes donc, racontent aussi qu'elles ont dû avorter de force. Parce que comme vous le savez, quand un peuple ne peut plus avoir d'enfants, il est voué à disparaître, d'où le terme de génocide. Et en parlant de disparition, tout le monde ne ressort pas vivant des camps chinois. Parce qu'un jour, Saïra découvre par hasard les traces d'un potentiel trafic d'organes. Parce que Saïra est aussi chargée de trier les dossiers médicaux des prisonniers. Bon voilà, comme elle avait fait des études de médecine, c'était bénef Sauf qu'elle remarque que dans certains dossiers, il y a une marque rouge. Et elle sait pas pourquoi, mais elle doit les mettre de côté. Mais elle constate quand même un truc bizarre, c'est que à chaque fois qu'elle voit une marque rouge, ce sont toujours des gens en bonne santé. Mais en plus de ça, ces gens en bonne santé finissent par disparaître un peu plus souvent que les autres. Alors, est-ce qu'elles sont libérées? En fait, Saïra pense qu'ils sont plutôt tués, on les dissèque ensuite, on les ouvre en deux et on récupère tous leurs organes. En fait, la Chine est régulièrement soupçonnée de faire du trafic d'organes prélevés sur des prisonniers. Et d'après Saïra, les prisonniers ont 3 options. Tomber malade, devenir fou ou mourir. Ou parfois les 3 qui s'enchaînent. Et en tout cas, là, concernant elle, on va justement voir comment elle s'en sort. Parce que malgré tout ce que Saïra voit, tout ce qu'elle subit, etc., elle ne perd jamais espoir. Elle part du principe qu'elle n'a commis aucun crime, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas libérée un jour, C'est vrai, Elle pense d'ailleurs tout le temps à ses enfants et à son mari. Et c'est ça vraiment qui lui permet de tenir le coup. D'ailleurs, avec tout ce que je vous ai raconté, là, vous vous dites, elle a dû rester des années et des années dans ce camp. Mais en vrai, elle n'y est restée, entre guillemets, que 5 mois. Même si ça lui a paru être une éternité. Un jour, ou plutôt une nuit, de mars 2018, on vient me chercher dans ma cellule. Les gardiens me disent que ma mission de prof est terminée. Ils me remettent l'un sac sur la tête, ils me ramènent chez moi et m'ordonnent d'aller à mon travail le lendemain. La sensation est très étrange. Je suis dehors, mais j'ai pas vraiment l'impression d'être libre. Au boulot, aucun collègue ne me pose de questions sur mes longs mois d'absence, comme si c'était normal. Les gens vivent dans la peur. En fait, il semblerait que Saïra a été libérée plus rapidement que la moyenne, parce que certains restent parfois jusqu'à 2 ans avant d'être libérés. Mais en dehors des camps, le calvaire n'est pas terminé, et Saïra réalise en vrai qu'elle est suivie de près, même libre on va dire. Les autorités lui mettent régulièrement des coups de pression, ils lui rappellent de faire profil bas, ils la menacent, et paradoxalement, c'est à ce moment que Saïra commence à vouloir raconter ce qu'elle a vécu. Mais en même temps, en vrai, elle prend conscience qu'elle a quand même une petite responsabilité et qu'elle doit peut-être faire entendre la voix de tous ceux qui sont ou qui ont été dans ces camps. D'ailleurs, elle a remarqué que pendant son absence, la surveillance numérique s'est encore développée et le gouvernement chinois a lancé une nouvelle méthode assez étonnante. Je découvre que maintenant, la Chine envoie des fonctionnaires vivre directement chez les gens pour les surveiller. Les fonctionnaires vont surtout dans les familles de ceux qui sont emprisonnés dans les camps. Ils vérifient quelle langue ils parlent, s'ils pratiquent une religion ouïghour ou kazakh chez eux par exemple, et la surveillance va vraiment loin, notamment avec les femmes libres mais dont leur mari est détenu. Les fonctionnaires du gouvernement chinois s'installent chez elles, dînent à leur table et dorment dans leur lit. Alors ça peut vous paraître fou, mais c'est quand même vraiment ce qui s'est passé, c'est assez dingue. C'est du parasitisme en fait d'une maison en fait par un gouvernement. Mais bon, en tout cas Saïra, elle aura pas le temps d'expérimenter ça par elle-même, parce que très rapidement, elle est rétrogradée de son poste de directrice de maternelle. Donc voilà, probablement de directrice, elle passe à assistante ou un truc comme ça, parce qu'il l'aime pas trop en vrai. Voilà, il la sac pas. Et puis un soir, la police débarque de nouveau chez elle pour l'arrêter une nouvelle fois. Parce que visiblement, ils sont pas contents parce qu'elle n'a rien fait pour que sa famille revienne en Chine. Sauf que cette fois-ci, avec l'intervention des flics, Saïra comprend que c'est différent. Et là, elle comprend que si elle revient au camp, ce sera pas en tant que professeur, mais comme criminelle.
À ce moment-là, je suis certaine que j'en sortirai pas vivante. J'ai plus qu'une seule chose en tête, ne pas mourir sans avoir revu mon mari et mes enfants. Alors je réussis à tromper la vigilance des policiers et à m'enfuir par la fenêtre de ma cuisine. Je saute dans un taxi qui m'emmène jusqu'à la frontière kazakh et j'arrive à la traverser clandestinement. Saïra se retrouve donc enfin à l'extérieur de la Chine. Mais les gardes-frontières la repèrent et vu que elle a pas de papier, ils la foutent en tôle. Et là, Saïra va y passer 9 mois pour rentrer illégale au Kazakhstan. Et le plus terrifiant pour elle, c'est pas d'être dans cette prison, parce qu'en vrai ça va. Le plus terrifiant pour elle, c'est d'être expulsée et d'être ramenée en Chine. Mais, des défenseurs des droits de l'homme s'intéressent à son cas. Et après pas mal d'obstacles et de paperasse, ils arrivent à la faire libérer. Et finalement, en 2019, Saïra rejoint la Suède, loin, très loin de cet enfer. Et pour elle, c'est peut-être l'heure des retrouvailles avec sa famille. Vous allez voir si c'est le cas. Alors aujourd'hui, Saïra a le statut de réfugiée politique en Suède. D'ailleurs, j'ai remarqué, la Suède et la Chine, c'est vraiment pas la même ambiance. Et elle peut vivre avec son mari et ses 2 enfants qui l'ont rejoint. Cette fois-ci, elle était safe. Elle leur a dit, venez, il n'y a pas de problème. Ils prennent alors des cours de suédois presque tous les jours. Les enfants vont à l'école. Et ici, Saïra peut enfin sentir qu'elle a de la valeur en tant qu'être humain. Et pas en tant qu'ennemi public qui donne des cours de chinois à des gens qui en ont pas envie. Enfin, c'est presque une belle fin, mais pas tout à fait. Parce que Saïra n'oublie pas ceux qui n'ont pas eu sa chance. Je dors encore très peu la nuit, 3 ou 4 heures, pas bien plus. Quand je dors, je revis ce que j'ai vécu dans des cauchemars. Je vois les visages des gens que j'ai croisés dans les camps, ils tendent leurs mains vers moi, mais dans mes cauchemars, j'arrive jamais à les tirer de là. Je peux pas faire plus pour les aider. Bref, en fait, malgré le fait qu'elle soit dans un cadre beaucoup plus sympa, vous voyez, Saïra se sent impuissante et dès qu'elle y pense, elle est au bord des larmes. Et d'ailleurs, quand elle raconte son histoire, elle souffre énormément. Les émotions prennent parfois le dessus et son dos lui fait beaucoup souffrir depuis son emprisonnement. Tant la pièce noire y est peut-être pour quelque chose. Et d'ailleurs, pire encore, avec tout ce qu'elle a balancé, Saïra est traquée par le gouvernement chinois jusqu'en Suède. Et ils font alors pression sur elle. Elle reçoit alors des menaces, des appels de Pékin. Et parfois, des gens viennent même la voir en vrai pour lui demander de se taire. Parce qu'il se trouve que Saïra intervient dans plein de médias et elle a même écrit un livre pour balancer tout ça. Mon témoignage est important parce que peu de prisonniers réussissent à quitter la Chine et à raconter leur histoire. Toutes les communications avec l'étranger sont hyper surveillées, alors je dénonce avec d'autres personnes ce génocide en cours contre des minorités musulmanes. Pour moi, le but de la Chine est clairement d'éradiquer nos peuples. En tout cas, grâce à ces révélations, on en sait beaucoup plus. Le gouvernement chinois a été beaucoup critiqué dans le monde. Pourtant, il continue comme si de rien n'était. Et pour reprendre ces mots, les propos de Saïra sont juste grotesques et c'est juste de la propagande anti-chinoise. Pourtant, le témoignage de Saïra ressemble quand même à beaucoup d'autres rescapés du style. Même si c'est un témoignage, ils ont quand même tendance à se recouper, quoi. En tout cas, pour finir sur une note un peu plus positive, Saïra a reçu le prix international de la femme de courage. Et bien voilà pour l'histoire de Saïra Ghoul Sotbai. Alors je sais pas pour vous, mais moi ce qui m'a marqué, au-delà de tout ce qu'elle a subi qui était incroyable et inhumain, c'est que même quand on pense qu'en fait tout finit bien et qu'elle est dans un pays où elle est libre, où elle peut vivre sa vie, machin, en vrai, malgré ça, on pourrait dire que là, à ce moment-là, du coup, elle est dans le bonheur, alors qu'en vrai, on le voit, elle continue à vivre des cauchemars, à être traquée et peut-être ne pas être complètement sereine non plus. Et ça, moi je l'ai retrouvé dans pas mal de témoignages de gens en fait qui avaient subi des moments atroces, comme par exemple les soldats de guerre et ce genre de choses. Ils ont eu la guerre qui était le moment le plus hardcore, mais même en rentrant chez eux, ils ont encore plein de stress post-traumatique, ils font des cauchemars, ils ont du mal à dormir. Comme si en fait la chose la plus dure qu'on avait vécue continuait à nous pourchasser. Ça me laissait un peu songeur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi pour conclure, je me dis que là je vais pas aller en Chine prochainement. Voilà, c'est dommage parce qu'il y a des très beaux coins là-bas, c'est un très beau pays, mais je serai prudent du coup quand je prends l'avion, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir les autres vidéos sur la thématique. On a eu d'autres témoignages aussi. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas, la sortie de Conte est pour bientôt, le Conte Aventure, notre manoir d'horreur à Lyon. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.